Bonjour à tous. Alors, sur la loi de finances, ou plutôt sur le projet de loi de finances, on entend tellement n'importe quoi depuis 15 jours que je me suis dit, il faut faire quelque chose pour essayer de donner une vision claire de cette discussion qui est en cours, parce que je pense que beaucoup de gens qui peuvent lire des informations ici ou là, des posts sur les réseaux sociaux, peuvent légitimement s'interroger sur les mesures fiscales qui sont en train d'être discutées, et en particulier concernant la fiscalité immobilière. On a tout entendu depuis 15 jours, que l'on va par exemple taxer la revente de l'habitation principale si on la revend dans les 5 ans, que l'on va supprimer complètement le statut du loueur en meublé non professionnel, etc. Vraiment, c'est une débauche de n'importe quoi. On va se poser, on va examiner qu'est-ce qui s'est dit dans les débats de ces 15 derniers jours, qu'est-ce qui ne va pas se passer, parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui ne vont pas se passer, les incertitudes, et puis comme j'avais lancé un appel sur des questions un petit peu précises concernant la fiscalité immobilière auprès de mes abonnés sur les réseaux sociaux, en fin d'épisode, je réponds à plusieurs questions très précises qui se posent concernant la loi de finances. Je vais essayer d'être le plus clair possible, et puis vous me direz, après, puis rien vous empêchera de continuer à poser des questions en commentaire si vous souhaitez poursuivre le débat. Passion Immo, épisode 124, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit en intro, on est parti sur une explication que j'ai voulu la plus sérieuse possible. Parce que là, on est sur un sujet où on lit, on entend un peu n'importe quoi quand même. Je vais essayer d'être très précis sur tout ce que j'ai à dire sur cette loi de finances. Moi, mon but, c'est que quand vous m'aurez écouté, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur cette loi de finances, et surtout les incertitudes, parce que il y a beaucoup d'incertitudes. Pour préparer l'épisode, j'avais enregistré une très courte vidéo que j'ai mise sur mes réseaux sociaux, demandant s'il y avait des questions. Et j'en ai eu quelques-unes, je vais y répondre en fin de séquence. Alors il y en a 3-4 que j'ai sélectionnés. J'y répondrai à la fin. Alors, tout d'abord, ce budget. Ce budget, on sait qu'il est sous contrainte. C'est bon de le rappeler, parce que si on n'a pas ce contexte en tête, on ne comprend pas les difficultés actuelles. On a une contrainte politique. La contrainte politique, c'est pas de majorité. Parce que ceux qui hurlent aujourd'hui, je pense qu'il faut raisonnablement s'interroger sur le fait qu'il est fort possible que même en cas de dissolution ou après 2027, il n'y ait pas plus de majorité qu'aujourd'hui. C'est une possibilité. Donc les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, on risque de les rencontrer encore pendant un certain temps. Et puis ce qui complique encore la situation, et là, Dieu m'en garde, je n'aurai pas de prise de position politique. On a certains partis qui veulent absolument pousser à la dissolution. Donc, partant de là, ils ont une attitude qui n'est pas particulièrement constructive, ni faisant appel au compromis, parce que ils veulent soit qu'on aille à la dissolution pour qu'il y ait des législatives anticipées, soit éventuellement pousser une démission du président de la République. Donc évidemment, on a un contexte comme ça qui fait que ça n'aide pas au sein du Parlement pour avoir un discours apaisé. Deuxième contrainte, la contrainte de l'endettement. L'endettement de la France, je ne vais pas revenir là-dessus, on le connaît. On connaît les difficultés que ça entraîne. Et là encore, quelles que soient les futures majorités, les futurs gouvernements, ces contraintes de l'endettement ne disparaîtront pas. Elles demeureront. Et donc, on peut pas faire ce qu'on veut, tout simplement. Et on va dire que
l'open bar fiscal et budgétaire, c'est fini. Et puis on a beau être RN et les filles, Renaissance, PS ou Républicain, comme ça j'ai à peu près cité tout le monde. La situation, la contrainte de l'endettement, de toute façon, elle va demeurer. Et puis je pense qu'on en a sans doute pour plusieurs années encore. Troisième contrainte, qui est un petit peu plus circonstancielle, mais c'est la contrainte des agences de notation. Très importante, hein. On n'a jamais eu autant concentré sur quelques semaines des agences de notation qui révisent la note de la France. On en a eu une la semaine dernière, qui soit elles dégradent, soit elles ont des intentions de dégrader plus tard, ou alors elles maintiennent au même niveau. Mais on le voit bien, ça pèse évidemment sur le débat budgétaire parce que on veut à tout prix envoyer des signaux plutôt positifs, qu'on essaie d'avoir un budget quand même sérieux, et c'est évidemment un signal qui est envoyé aux agences de notation. Donc on a des contraintes ici qui pèsent, et qui sont des contraintes, comme je viens de le dire, voilà, qui risquent pas de disparaître avant longtemps. Le vote du budget, c'est un texte fondamental. C'est le budget de l'État. On vote dans un premier temps les recettes, puis les dépenses. C'est un travail qui est long, plusieurs mois, toujours. De toute façon, il n'y a rien d'exceptionnel en ce moment, et très technique. Ouais, c'est toujours l'exemple que je cite. J'ai le souvenir à l'Assemblée nationale que quand le débat budgétaire arrive, les huissiers débarquent dans les bureaux de chaque parlementaire et ils déposent dans chacun des bureaux des piles, vraiment des piles de documents qui constituent le projet de loi de finances pour l'année prochaine. Et on le sait, hein, quand on est parlementaire, que voilà, c'est des débats où la technicité est très présente. Et on l'a, hein, si on a la possibilité de suivre ces débats à la télévision, par exemple, on voit bien que parfois, on est sur des discussions d'amendements qui ne sont pas nécessairement à la portée de... Bon, une fois que j'ai posé ce contexte, il y a ce que j'appelle, moi, le problème du n'importe quoi. Alors, le problème du n'importe quoi, c'est que en fait, depuis 2 semaines, sur les réseaux sociaux, c'est un peu une sorte de déchaînement. Alors moi, j'ai appelé ça dans un post que j'avais mis sur LinkedIn, j'avais appelé ça la foire à la saucisse. C'est-à-dire qu'en fait, chacun y va de ses commentaires. On va prendre un amendement qui, éventuellement, n'est même pas voté à un moment donné. Il est simplement déposé, discuté, et on va le prendre comme une réforme actée. Et là, on a des commentaires absolument lunaires. C'est-à-dire que vous avez des posts qui nous disent que tel aspect de la loi a été voté, alors que c'est pas le cas, qu'on en est uniquement au stade de la commission des finances, et les choses sont prises comme ça, un petit peu pour argent comptant. Je prends par exemple la suppression de l'abattement en LMNP, j'y reviendrai un petit peu par la suite. À un moment donné, moi j'ai lu des posts où l'auteur de ce post disait ça y est, le LMNP c'est foutu, c'est mort, maintenant il faut réorienter ses investissements. Alors moi je trouve ça totalement lunaire d'aller dans cette direction alors que le texte n'est pas voté. La conséquence, c'est une immense confusion. Parce que je pense que même en plus de ça, il y a des gens sérieux qui s'y mettent pour créer du buzz. Je vais citer parce que je m'en fiche, puis après tout, ils ont fait des vidéos publiques. Je prends notamment un comptable, Doux Conta, pourtant connu pour son sérieux, qui n'a pas arrêté pendant plusieurs jours d'enchaîner des vidéos que moi j'appelle clairement putaclic, où il prenait un amendement, il le considérait comme étant acté, en prenant très peu de précautions. Fallait lire derrière les dizaines et les dizaines de commentaires haineux de gens qui étaient absolument remontés en disant oui c'est honteux, etc. Oui, mais on a envie de leur dire mais prenez un peu de recul par rapport aux informations qui sont publiées, parce que là en l'occurrence Doux Conta raconte vraiment n'importe quoi. Bon,
Bref, mais tout ça n'apporte ni sérénité et ça a tendance quand même à brouiller les cartes auprès des néophytes qui se disent mais au fait ce texte qui a été examiné en commission des finances, est-ce que finalement il est voté ou pas? Bon, je vais revenir sur tout ça, c'est-à-dire que l'objectif également de cet épisode, c'est de clairement montrer ce qui n'a pas été adopté et ce qui éventuellement le sera par la suite. Une loi de finances, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas faire une grande théorie là-dessus, mais c'est quand même un travail très long. C'est 1 an de travail. C'est-à-dire qu'il y a une phase administrative qu'on ne voit pas toujours, qui dure de janvier à septembre, au niveau des ministères. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une phase parlementaire, d'octobre à décembre. Je laisse de côté cette phase administrative. Bon, elle peut avoir son intérêt, mais disons que là, elle ne nous intéresse absolument pas. Là, on est en plein dans cette phase parlementaire. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le débat a pris du retard. Pourquoi il a pris du retard? La problématique d'un nouveau gouvernement, le Cornu, après la chute du gouvernement précédent, donc ce qui n'arrange rien à l'histoire, et qui nous remet quelque part un petit peu dans la situation qu'on a déjà connue l'année dernière, avec, il faut le rappeler, un projet de loi de finances qui n'a été voté et publié au journal officiel qu'au mois de février 2025, donc quasiment avec 1 mois et demi de retard. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé à des dates précises? Le 12 octobre, nomination du gouvernement Le Cornu 2. Bon, je reviens pas sur les péripéties politiques, c'est pas le sujet. Dès le 14 octobre, c'est-à-dire 2 jours plus tard, on a un dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une procédure qui est fixée par les textes. Alors normalement, je crois que de mémoire, ça doit être le premier mardi d'octobre que ce dépôt doit avoir eu lieu. Là, on a eu un petit peu de retard. Bon, rien de mortel, mais c'est vrai qu'on a commencé à accumuler ici quelques jours de décalage par rapport à ce qui aurait pu se passer normalement. Le 21 octobre, précisément, on a le début de la discussion en commission des finances de l'Assemblée nationale, qui n'a pas duré très longtemps, ça a duré 3 jours, exactement, du 21 au 23 octobre. Alors là, je vais aller un petit peu plus dans ce détail, parce que c'est là où cette fameuse foire à la saucisse a démarré, où de ce débat en commission des finances de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits alors qu'on était purement dans l'examen d'amendements en commission des finances. Surtout que les choses auront été très rapides parce qu'au bout de 3 jours, la commission elle a examiné et rejeté la première partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire les recettes. Donc finalement, c'est comme si s'était rien passé. Voilà, pour le dire extrêmement simplement. C'est comme si s'était rien passé. Ça veut dire que tous les amendements qui avaient été adoptés pendant les 3 jours qu'a duré cette commission des finances, ils n'ont pas été retenus. Du fait qu'on a rejeté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances. Alors, je vais donner des exemples, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses pendant ces 3 jours en commission des finances. Par exemple, on avait supprimé la fiscalisation des indemnités journalières. Ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais c'est juste pour donner un exemple. On avait rejeté l'abattement fiscal de 10% qui bénéficie aux retraités. On avait également une réduction de l'exonération de taxes foncières dont bénéficient les bailleurs sociaux, ce qui a fait hurler évidemment quand cet amendement avait été adopté en commission des finances. On a supprimé l'abattement en LMNP. Et puis également, on a imposé la plus-value lors de la vente de la résidence principale dans les 5 ans, quand elle intervient seulement dans les 5 ans de l'acquisition. Ce qui contrevenait quand même aux règles qu'on a en matière d'imposition des plus-values, parce qu'on sait que normalement, une plus-value immobilière, on a une exonération totale de plus-value immobilière quand on revend sa résidence principale. Là, on faisait sauter cet avantage si la revente se faisait dans les 5 ans. Il y a des amendements qui ont fait hurler, mais ils sont pas retenus.
puisque la première partie du projet de loi de finances n'a pas été votée par la commission des finances. Donc tout ça est nul et non avenu. Ce qui montre bien, fallait éviter de s'exciter trop vite et que c'était un petit peu dommage de présenter certains amendements comme étant rentrés comme ayant été adoptés définitivement, ce qui n'était pas du tout le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas là-dessus. Je suis d'une extrême prudence, mais tant qu'un texte qui n'est pas voté, c'est pas la peine de faire croire aux gens que telle ou telle règle fiscale peut avoir une influence en matière d'investissement puisque le texte n'a pas été voté. Donc, le 23 octobre, les travaux en commission des finances s'arrêtent et le 24, c'est l'Assemblée nationale, cette fois qui est saisie en assemblée plénière, donc l'ensemble des députés sont ici réunis, c'est donc l'Assemblée nationale ici qui va commencer à examiner le projet de loi de finances. Maintenant, une chose à dire, c'est que quand l'Assemblée nationale examine le projet de loi de finances, on laisse de côté tous ces amendements qui auraient pu être discutés en commission des finances, on en revient au texte initial qui avait été présenté par le gouvernement le 14 octobre. Donc c'est comme si s'était rien passé entre-temps. Donc là, on est en plein là-dedans depuis le 24 octobre, donc ça fait seulement quelques jours. Ce qui fait que là encore, il va être extrêmement difficile de dire, voilà, telle disposition, on est certain de l'avoir, ou telle autre, on n'est pas certain de l'avoir. Là encore, moi, c'est la prudence qui est mon maître mot, et je vais la faire jouer à plein. Qu'est-ce qui a été voté pour le moment ? Pas grand-chose en fin de compte. En tout cas sur les volets qui pourraient nous intéresser. Quand je dis pas grand-chose, c'est un petit peu rapide quand même de dire ça. On a une taxe visant les grandes entreprises. On a un élargissement du champ d'application de l'impôt minimum sur les bénéfices des multinationales. Le particulier pas très concerné pour l'instant. On a une taxe exceptionnelle sur les superdividendes. Là, c'est pareil. Et on a un impôt universel sur les multinationales pour lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Là, ça date seulement d'avant-hier, qui vise les GAFAM principalement. Donc là, on en est là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je redis, nous sommes le 30 octobre, finalement, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui concerne la fiscalité immobilière et dont je pourrais dire, oui, ça y est, c'est définitivement rentré dans les textes. Le vendredi 31 octobre, alors demain ou aujourd'hui ou hier, en fonction du moment où vous m'écoutez, on va avoir 2 textes qui vont revenir. Il y en a un qui est une taxe sur les holdings et un autre qui élève cette fameuse taxe Zuckman, qui anime quand même de manière assez passionnée les débats. La taxe Zuckman, je la laisse de côté parce que là encore, elle va pas intéresser grand monde de ceux qui m'écoutent, qui sont des investisseurs particuliers et même si ils ont des biens immobiliers peut-être plus que la moyenne, ils sont pas concernés par la taxe Zuckman. En revanche, il y a quelque chose qui va être très intéressant à suivre, c'est la taxe sur les holdings. Parce que le projet initial, tel qu'il avait été initié par le gouvernement et qui était un petit peu l'objet d'un compromis avec le Parti socialiste, parce que c'est un petit peu aussi ce qui se passe, d'après les informations que l'on avait, on pouvait penser que les montages de type holding, dont en immobilier, ce sont des montages qu'on utilise quand même assez largement dès que on a des projets en matière patrimoniale qui sont relativement ambitieux. Je parle pas de celui qui a 2-3 biens immobiliers, il va pas monter une holding pour ces 2-3 biens immobiliers, mais celui qui a un projet éventuellement sur plusieurs décennies, notamment de transmission, il réfléchit éventuellement à la possibilité de mettre en place une holding. Donc là, peut-être qu'effectivement, ce qui va rentrer dans les débats pourra intéresser ces investisseurs. Mais là, pour l'instant, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit.
On n'a pas d'informations, honnêtement, tout simplement parce que, compte tenu des problématiques de majorité dont j'ai parlé au tout début, en introduction, qu'on connaît, il est extrêmement compliqué de voir quelles sont les forces politiques en présence qui peuvent se réunir sur un texte ou contre un texte. On l'a vu ces derniers jours où parfois on a vu presque des alliances contre nature au sein de l'Assemblée nationale se former et voter ensemble pour, voilà, de manière un petit peu inattendue. Donc, bien malin celui qui pourrait deviner ce qui va se passer dans ce domaine. Bon, on en est là. Maintenant, les échéances. Les échéances, elles sont intéressantes à mettre en place. Ce qui fait que je referai sûrement un épisode, nouvelle étape, pour expliquer là où nous en serons à ce moment-là. Alors, les échéances. Il faut savoir qu'en fait, les textes encadrent très précisément l'examen, les débats du vote d'une loi de finances. C'est-à-dire que, par exemple, l'Assemblée nationale, elle doit se prononcer en première lecture sur le projet de loi de finances au bout de 40 jours, à compter du moment où elle a commencé à travailler sur le texte. En clair, ça nous donne une échéance le 23 novembre à minuit. Ça veut dire que le 23 novembre à minuit, l'Assemblée nationale doit avoir terminé l'examen du projet de loi de finances, la partie dépenses, la partie recettes, et elle doit avoir voté. Et pour aller dans le sens de ce timing, l'Assemblée nationale s'est donné la date du 4 novembre pour terminer d'examiner la partie recettes avant de passer à la suite. Problème, on a 2800 amendements. Les groupes parlementaires ont tenté un effort en réduisant le nombre d'amendements qu'ils ont déposés, mais on sait que ce ne sera pas tenable et que cette date du 4 novembre ne permettra pas d'avoir examiné l'ensemble du volet recettes. Donc, qu'est-ce qui doit se passer le 23 novembre à minuit ? Eh bien, le 23 novembre à minuit, le gouvernement doit transmettre au Sénat le texte de ce projet de loi de finances, et c'est le Sénat à ce moment-là qui va tout examiner. Deux choses l'une. Soit l'Assemblée nationale a eu le temps de tout examiner et de voter, mais ça semble un peu compromis quand même. Donc, dans ce cas-là, si l'Assemblée nationale n'a pas eu le temps de travailler dans ce laps de temps, le texte qui est transmis au Sénat, c'est le texte initial du gouvernement. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça nous renverrait au texte qui avait été présenté le 14 octobre. C'est-à-dire que, pour le dire clairement, si l'Assemblée nationale n'a pas eu le temps d'ici le 23 novembre d'examiner l'ensemble du projet de loi de finances, eh ben c'est comme si Commission des finances et Assemblée nationale avaient travaillé pour rien. Donc, on retourne à la case départ. Ensuite, les sénateurs, eux également, ils sont encadrés dans ce laps de temps. C'est-à-dire que le Parlement, dans son ensemble, Assemblée nationale plus Sénat, a 70 jours, très précisément, pour se prononcer. Ça nous mène quand ? Le 23 décembre à minuit. Ça veut dire que le 23 décembre à minuit, logiquement, tout doit être terminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le 23 décembre à minuit, on est en retard et le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas pu tomber d'accord sur un texte commun en commission mixte paritaire, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails trop techniques, il sera toujours le temps d'en reparler et d'expliquer ça si ça se produit. Et bien à ce moment-là, le gouvernement pourrait faire passer le projet de loi de finances par la voie d'ordonnance. Alors ça veut dire que là, on ferait passer sous forme d'ordonnance le texte du 14 octobre, c'est-à-dire le texte initial, sans aucun amendement. Notamment l'amendement sur le statut du bailleur privé, sur lequel je vais revenir juste après. On aurait vraiment un texte sans ajout, sans modification qui aurait été apportée par l'Assemblée nationale. Pour l'instant, c'est de la politique fiction parce qu'on n'en sait rien non plus. Peut-être qu'il y aura des compromis, peut-être qu'il n'y en aura pas. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Donc vous voyez bien à quel point il est délicat de faire des commentaires. Moi, j'aurais envie de dire, en fait, puis après je vais prendre des points plus précis pour voir où on en est,
j'ai envie de dire à beaucoup de professionnels, parce que c'est à eux que je m'adresse, hein. Mais bon sang, taisez-vous, arrêtez de faire des commentaires à tort et à travers sur la loi de finances. Déjà, j'ai l'impression que vous-même, vous y comprenez pas grand-chose, et puis que deuxièmement, vous essayez peut-être de créer du buzz en faisant comme ça. On est très loin du devoir de conseil, hein. Je vais peut-être employer des mots un peu pompeux, mais le fameux comptable dont je parlais au tout début, qui est pourtant un comptable reconnu, qui fait du buzz comme ça, je trouve pas ça très compatible avec une forme d'éthique concernant le devoir de conseil qu'on est tout à fait en droit d'attendre. Donc vous voyez, ce qui demeure largement, c'est une incertitude. Alors maintenant, je vais aller dans le détail par rapport aux questions qui m'ont été posées. Et les questions qui m'ont été posées, elles vont permettre justement de faire le point sur un certain nombre de sujets. Le premier, c'est le statut du bailleur privé. Parmi mes abonnés, quelqu'un a demandé, mais on en est où? Bon, alors on en est où? Bah oui, c'est mal parti quelque part, hein. C'est-à-dire, moi j'ai longtemps abordé la question du statut du bailleur privé. On avait eu un texte, enfin une proposition extrêmement ambitieuse au mois de juin dernier, portée par 2 parlementaires, porté par toute la profession derrière qui a vu effectivement un texte plus très intéressant. Le gouvernement qui n'avait pas mis le statut du bailleur privé dans son fameux texte initial du 14 octobre avait dit ensuite « Pas d'inquiétude, je rajouterai en cours de débat parlementaire sous la forme d'amendement ce statut du bailleur privé ». Alors il l'a fait. Donc maintenant on sait un petit peu ce qu'il pense de ce statut du bailleur privé. Il l'a fait il n'y a pas très longtemps, il l'a fait le 24 octobre. Oui, alors c'est du light, sincèrement. Là, la montagne est la couche d'une souris. Parce qu'au départ, le statut du bailleur privé, c'était quelque chose de assez ambitieux. Et là, le truc a été largement détricoté. Mais on sait depuis l'été que Bercy, ce fameux statut du bailleur privé, Bercy le voit pas d'un très bon œil parce qu'effectivement, ça coûte un peu sur le plan budgétaire et que c'est peut-être pas le moment. Bon, après, je vais pas rentrer dans ce débat, mais quand on a un ministre, il y a encore quelques jours, qui a dit que la situation du logement en France était catastrophique, on voit bien que l'amendement qui a été déposé sur le statut du bailleur privé le 24 octobre, il n'est pas à la hauteur de ce constat. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour réduire de ce que l'on sait, hein, en tout cas de l'amendement du 24 octobre? On aurait un amortissement de 2% sur 80% de la valeur du prix d'acquisition du bien que l'on veut louer nu. Pourquoi 80%? Parce qu'on n'amortit pas la valeur du foncier et donc on retient la valeur du bien immobilier sans le foncier. Amortissement de 2%. C'est pas lourd, hein, il faut le reconnaître. Et le problème, c'est qu'il y aurait des conditions, parce que dans le statut du bailleur privé, initialement, on ne faisait pas la distinction entre le logement neuf et le logement ancien, parce qu'on sait que s'il y a un effort d'investissement à faire, c'est aussi sur le logement ancien, et pas discriminer à ce niveau-là. Oui, mais le problème, c'est que dans l'amendement du 24 octobre, c'est que le logement neuf qui est visé, et en plus, on y pose une condition supplémentaire, il faut louer nu à titre de résidence principale pendant au moins 9 ans. Et puis, peut-être que Bercy s'est dit que là, on faisait un cadeau trop important, même si honnêtement, il n'est pas d'une générosité absolument renversante. On dit que le montant de l'amortissement ne pourra pas excéder 5 000 € par an, histoire de limiter finalement la carotte fiscale. Et là, où ça fait un petit peu mal, c'est que le LMNP se verrait appliquer la même règle. Amortissement de 2% également, voilà. Alors là, c'est quand même, c'est plutôt mal vu quand même, on faut se dire les choses franchement, parce que quand on fait de la location meublée et qu'on est au régime réel, l'amortissement est un levier assez intéressant, et puis on le fait avec une certaine liberté dans la durée de l'amortissement, et donc sur la valeur annuelle de l'amortissement. En plus, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que l'on peut faire, ça c'est un autre sujet, mais disons que cette attractivité de la location meublée, elle est mise à mal, mais on comprend bien la logique du gouvernement, c'est d'aligner les possibilités d'amortissement entre la location nue et la location meublée.
Le seul souci, c'est que là, on fait un nivellement par le bas et on prend l'option la plus basse que l'on pouvait éventuellement envisager. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle si on espérait que le statut du bailleur privé soit quelque chose d'extrêmement incitatif pour les mois qui viennent. Autre élément qui est apparu dans cet amendement du gouvernement le 24 octobre, c'est la prolongation de 2 ans du doublement du déficit foncier imputable sur le revenu global. Dans le cas du revenu foncier, on peut faire du déficit. On sait que ce déficit, il va venir en réduction de son revenu global à hauteur de 10 700 € par an. On avait doublé cette possibilité à 21 400 € en cas de travaux d'économie d'énergie. Bon, même si on sait que c'est un cadeau fiscal qu'en est pas vraiment un. Bon, là encore, je veux pas démonter ce mécanisme ici. Cette solution, on la prolonge de 2 années. Voilà, c'est la seule chose qui apparaît ici d'un peu sympathique, même si c'est assez relatif. Bon, ça va pas loin, quoi. Voilà, tout simplement. Fameux statut du bailleur privé, c'est des mesurettes en l'état. Alors, en revanche, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui s'est manifesté. On a vu apparaître à l'Assemblée une sorte de front transpartisan, mené par des députés qu'on connaît bien, qui sont plutôt en pointe sur les questions de fiscalité, sur les questions de l'immobilier. Je pense notamment à Lionel Causse, que j'avais interviewé en son temps, et qui vraiment est quelqu'un, ça fait partie de ces députés, il n'y a pas que lui, mais ça fait partie de ces députés qui ont vraiment une fibre immobilière, qui défendent l'ensemble de la filière avec beaucoup de pugnacité. Bon, il n'y a pas que lui, mais donc il y a un certain nombre de députés qui ont dit non, nous ça nous va pas, et donc on veut rentrer dans une discussion avec le gouvernement pour améliorer la copie. Le gouvernement n'a pas dit non, donc on a vu commencer à apparaître une négociation, le mot est faible, mais si c'est un petit peu ça, une négociation entre le gouvernement et certains députés pour améliorer la copie de ce statut du bailleur privé. Donc, statut du bailleur privé, oui, il apparaît effectivement à l'Assemblée nationale, mais dans une version tellement édulcorée qu'il n'intéresse pas grand monde, mais que ce qui pourrait sauver, c'est la pugnacité de certains parlementaires pour faire monter quand même la pression sur le gouvernement. Donc à suivre avec beaucoup d'attention. Mais vous voyez, sur ce sujet, prudence, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il en adviendra au final. Autre question qui m'a été posée sur la fin de l'abattement pour durée de détention dans le cas des plus-values immobilières. Alors je rappelle que quand on revend un bien, quand on est un particulier que l'on revend un bien immobilier, on bénéficie chaque année d'un abattement pour durée de détention, ce qui signifie que plus on va attendre longtemps et plus on va avoir un abattement important et moins on va payer d'impôts sur les plus-values immobilières et moins on va payer également de prélèvements sociaux. Alors, pourquoi certains ont imaginé qu'il était peut-être envisagé de mettre fin à cet abattement pour durée de détention? Eh bien parce qu'il y a eu un amendement du groupe parlementaire Les Démocrates, mené en particulier par Jean-Paul Mattei, qui est un député, et l'idée était effectivement de supprimer les abattements pour durée de détention, mais en contrepartie de faire une imposition à 30%, donc dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, au lieu des 36,2% d'imposition que l'on connaît aujourd'hui dans le cadre des plus-values immobilières. C'est un amendement qui a été adopté par la Commission des finances, mais comme l'ensemble du volet recettes a été rejeté, cette mesure n'est pas aujourd'hui d'actualité. Donc, sur cet abattement, on peut dire que ça n'ira pas plus loin, a priori pour l'instant. Moi, je voudrais juste rappeler un truc parce que j'ai fait des petites recherches. Cette fin de l'abattement pour durée de détention dans le cadre des plus-values immobilières, il revient quasiment tous les ans. On l'a eu l'année dernière. Alors, ce qui fait que, comme ces amendements sont discutés, puis que vous avez toujours ce phénomène de gens qui vont monter en épingle ces discussions, il est ancré pour certains qu'il existe ou qu'il va effectivement avoir lieu. Bon, là aujourd'hui, c'est pas le cas. J'y reviendrai plus tard, savoir s'il y a une évolution à ce sujet.
Autre point, dernière question que je prends, voilà, j'en ai pris 3, mais qui sont peut-être les plus importantes. Est-il envisageable que l'exonération des plus-values dans le cadre de la vente d'un terrain à bâtir ne soit pas reconduite dans le projet de loi de finances pour 2026? Alors, question qui peut être un peu compliquée. On sait que la plus-value d'un terrain constructible, elle est entièrement exonérée d'impôt à partir de 22 ans de détention pour l'impôt, 30 ans pour, pour les prélèvements sociaux, mais qu'il existe depuis 2018 une exonération particulièrement intéressante. Si le terrain que ce vendeur vend se situe dans une zone tendue, et si en plus l'acquéreur prévoit la construction de logements sociaux, ce qui concerne là carrément de la promotion immobilière ici, on a une exonération de plus-value immobilière donc qui va toucher le vendeur, qui souvent est un particulier. Cette exonération, elle peut aller de 70 à 85%. Donc on a un mécanisme qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement attractif. Qu'est-ce qu'on envisage pour l'année prochaine? Eh bien là, je ne sais pas. C'est-à-dire que rien n'est apparu dans les débats sur ce sujet, ni dans un sens, ni dans l'autre, ni pour prolonger, ni pour supprimer. Donc il va falloir un petit peu attendre quand même de savoir si on aura prolongation. La dernière fois qu'il était question de prolonger, c'est pareil, il y a eu un peu une incertitude jusqu'au dernier moment. Je suppose que ce sera la même chose. Alors j'imagine assez mal, compte tenu de l'état de la construction neuve, compte tenu des difficultés à faire du logement social, j'imagine mal qu'on revienne sur cette exonération extrêmement importante à la vente de la en cas de plus-value, de calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière. J'ai du mal à imaginer qu'on revienne dessus. Mais bon, sait-on jamais, on voit bien que l'époque est très indécise sur beaucoup de questions. Encore une fois, affaire à suivre. Bon. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce point, voilà, le point au 30 octobre concernant les débats sur cette fiscalité, en tout cas ce débat sur le projet de loi de finances. On voit qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites, et beaucoup quand même qui sont dans une forme d'incertitude. Alors moi, ce que j'espère surtout, c'est que j'ai décrypté ça avec suffisamment de précision pour faire le point et puis qu'il n'y ait plus ces incertitudes, en tout cas pour l'instant, sur ces débats budgétaires dont il faut reconnaître qu'ils sont relativement complexes. Mais à mon avis, on en rediscutera dans pas très longtemps pour refaire le point de nouveau sur le projet de loi de finances pour 2026. À très bientôt. Reposez-vous bien car je sais que le week-end approche.